Bonjour Patrick, c'est le 5e numéro de notre petite revue de la semaine. Oui. Nous sommes le 12 janvier. Qu'as-tu de beau à nous dire? Bonne année à tous, évidemment. Bonne année aux Insoumis. J'espère que cette année, on va pouvoir marquer des points auprès de l'Assemblée européenne et puis que l'on va pouvoir un petit peu grignoter un petit peu sur ces incompétents que sont En Marche et représentés dignement par leur président. À ce propos, je voulais dire un mot. On avait imaginé, là, tous entre nous, faire quelque chose sur les mots qui sont employés depuis quelque temps, aussi bien par par M. Griveaux, par M. Macron, par M. Castaner, par Madame, j'ai oublié son nom, Aurore Berger, etc., qui sont des mots absolument insultants, injurieux et méprisants pour ce que nous représentons. Donc on le fera peut-être, mais bon, ça a été beaucoup abordé, donc c'est peut-être pas nécessaire. Par contre, quelque chose que nous avons pu voir aujourd'hui, pour ceux qui ont allumé la télévision, notre vénéré président a présenté ses vœux auprès d'une assemblée. Je pense que c'était des apprentis, que c'était... autour d'une galette des rois. Autour d'une galette des rois, voilà. Et j'ai eu l'impression d'être à la messe. C'était un prêche. C'est-à-dire qu'il leur a présenté ses vœux en leur mettant combien la valeur morale du devoir et du travail était importante et que c'est comme ça que ça payait. Alors franchement, je trouve que en 2019, après tout ce que vient de nous faire subir cet homme, et enfin subir à toute la France entière, il est tout à fait gonflé. Je comprends pourquoi il soit aussi proche de Latran. Voilà, ça c'était juste c'est une petite plaisanterie, mais quand même, cet homme nous agace beaucoup. Alors tu voulais évoquer la réunion qui allait avoir lieu au niveau de notre groupe d'action du 15e arrondissement de Paris. Oui, tout à fait, tu as raison Jocelyn, donc le 16, la date est décidée, nous savons que c'est le 16, donc mercredi qui vient, le mercredi prochain, à 19h30 au patronage laïque. Voilà, ça sera la 3e réunion. On va réenvoyer à tout le monde un message. Vous l'aurez, d'ici que la vidéo soit mise en ligne, peut-être que vous l'aurez déjà reçu, je ne sais pas. Et à cette occasion, je voulais vous dire à propos de vidéos que sur FI15 Paris, notre petite chaîne sur laquelle vous pouvez suivre ce que je suis en train de vous dire là en ce moment, Frédéric Vial, le candidat que nous allons soutenir dans le 15e arrondissement, Frédéric Vial a déjà terminé une première vidéo qui est sur l'OMC. Le titre de cette petite vidéo s'appelle, je dis petite parce qu'elle est courte, mais elle est extrêmement bien, elle est tout à fait claire, s'appelle l'OMC a échoué. À regarder, c'est tout à fait intéressant. Et on devrait prochainement avoir une vidéo de présentation. Ah oui, tu as raison, oui, j'oubliais ça, effectivement. Donc il y a une vidéo de présentation du candidat qui est en cours, donc qui sera mis très rapidement, et ainsi que d'autres vidéos, parce que Frédéric nous a proposé plusieurs petits formats comme ça de 180 minutes. Le tour du monde en 180 secondes. 180 secondes, donc 3 minutes. Nous n'avons pas encore ni le timing ni les sujets, mais comme nous voyons le 16, si vous voulez savoir en primeur, venez donc nous rejoindre, comme ça vous verrez, nous avons une grande salle, c'est très sympa, très convivial, et tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire, ce qui est quand même une sorte de démocratie directe. Voilà. Tu voulais nous parler de notre ami Benalla. Oui, alors Benalla, voilà, le feuilleton continue, c'est-à-dire que c'est une série française assez désastreuse, mais c'est une série française et qui nous occupe beaucoup. Alors, dans les deux camps, je dirais qu'il y a les deux camps, parce que d'un côté, il y a eu des commissions, il y a eu une commission au Sénat, dans un premier temps, et une commission à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, l'Assemblée nationale avait commencé ça, si vous vous souvenez, c'était tous les épisodes de cet été. Depuis, nous avons appris tout un tas de choses, des histoires de passeports qui avaient été perdus, retrouvés, etc. Des gens qu'on va voir, ça ressemble un peu à la France-Afrique, qu'on va voir là en Afrique. Au Tchad. C'est au Tchad. Au Mali aussi, non? C'est au Tchad? C'est au Tchad, je crois, oui. Je ne sais plus, à vérifier. En tout cas, tout un tas de choses. Et puis surtout, ce monsieur Benalla, Alexandre Benalla, le bienheureux, qui nous explique qu'il continue à avoir des conversations téléphoniques avec notre bien-aimé président. Donc tout ceci est quand même, bien qu'il ne fasse plus partie du personnel de l'Élysée. Alors,
Comme tout ceci est en train à nouveau de revenir à la suite d'enquête de Mediapart, qui pour une fois fait un travail qui n'est pas contraire à nos intérêts, il a été proposé par M. Lebras, donc sénateur de la Manche, qui était le responsable de la commission, de reconvoquer 5 personnes, c'est pas n'importe qui. Donc il y a une commission qui va commencer au Sénat, donc, à propos de l'affaire Benalla, le mercredi 16, où il va recevoir M. Strozza, qui est quand même le directeur de cabinet du président de la République, M. Castaner, inutile de faire un dessin, tout le monde connaît M. Castagneur, c'est Castagneur. Ah, c'est, oui. M. Castagneur, et l'auguste M. Le Drian, voilà, qui donne même son avis sur les élections dans les pays africains, sur lesquels il n'est pas tout à fait d'accord, il pense que c'est pas bien. En gros, c'est pas son jockey, c'est pas son pour lequel il aurait voté. Je suis en train de chercher, c'est pas son cheval, comme on dit aux courses. Oui. Et donc, il donne des avis. Donc voilà, Monsieur Le Drian. Le 21, ça sera Monsieur Benalla et Monsieur. Alors, je sais plus si c'est Cras ou Cras. Cras, je crois. C'est Cras. Oui. Oui, c'est mieux que Cras. Alors voilà, donc ces deux-là, c'est les deux fameux compères de Larron en foire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Monsieur Lebas est tout à fait malin, mais ça, on le savait, on avait compris. Je rappelle que donc M. Lebas est un LR, et qui est un LR qui tient bien sa place, et j'espère que tout ceci fera avancer. Il a d'abord fait venir donc les gens du gouvernement, le 16, et donc toutes les déclarations seront faites. Alors on peut imaginer que tout ce petit monde-là va se défausser, et que M. Benalla, agacé, ainsi que M. Cras, agacé, vont peut-être le 21 faire des révélations. Je trouve le timing très bon. Donc, quant à l'Assemblée nationale, Madame, la personne qui s'était occupée de la présidente de la commission, Madame Yael Braun-Piquet, j'écorche, je crois, un petit peu son nom. Elle m'en excusera si jamais elle voit cette vidéo. En tout cas, elle a décidé que circuler, il n'y a plus rien à voir. Voilà. Donc, effectivement, il y a encore d'autres révélations. Il y a des choses absolument incroyables. À propos, on n'a toujours pas retrouvé la clé du coffre. Si le coffre avait disparu. Le coffre de M. Benalla. Le coffre aussi avait disparu. Oui, donc si quelqu'un a quelques indications à donner à la police, ça serait le bienvenu. Voilà. Je crois que il va quand même aussi devoir s'expliquer sur les passeports diplomatiques, parce que manifestement il avait juré qu'il n'en avait plus. Qu'ils avaient oui, donc comme il avait juré, donc on appelle ça un parjure, hein, je crois. Un parjure. Hein. Ouais, hein. Un parjure devant les sénateurs, je ne sais pas combien ça va chercher. C'est 50 prisons et 75 000 € d'amende. 75 000 € d'amende, ça, il devrait pouvoir, il a suffisamment de copains. 50 prisons, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Bon, mais on verra, hein, on verra ce que tout ceci donne. Voilà pour l'affaire Benalla. Alors, tu voulais nous parler du référendum d'initiative citoyenne. Oui, alors le fameux RIC qui est demandé par... Le fameux RIC qui est donc demandé très activement, on le voit, par les Gilets jaunes, qui est apparu à peu près au milieu de ces contestations, donc on commençait le 17, ça fait presque 2 mois maintenant finalement que ces contestations ont commencé. Le RIC, donc référendum d'initiative citoyenne, ça fait couler beaucoup d'encre, enfin pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'encre à couler, mais ça fait beaucoup baver, beaucoup de gens parlent, sans forcément bien savoir de quoi ils retournent. Et surtout, il y a une énorme méfiance de la part de toutes les institutions et beaucoup de nos politiques également, qui pensent que si le peuple s'exprime, comme c'est un gros bêta le peuple, il ne saura pas faire, il ne saura pas penser, et surtout, il risquerait de faire des horreurs, peut-être de vouloir remettre la peine de mort, ou que sais-je, enfin tout un tas de choses comme celle-ci, que fort à chacun pourrait réprouver. C'est vraiment prendre le peuple pour un imbécile. Enfin, je veux dire, de quel droit? Comment peut-on penser une chose comme ça? Alors moi, j'ai regardé hier soir, comme peut-être certains d'entre vous, hier soir, donc c'était vendredi 11, Jean-Luc Mélenchon a été interviewé sur une chaîne qui s'appelle Brut, pendant 2h30, 2h50 presque. Oui, 2h30. Enfin, c'était énorme, comme ça en direct, c'était en direct et c'était, bon, c'est pas très bien filmé, c'est un peu... C'est le concept, je crois. Il pourrait prendre quand même une petite caméra, c'est quand même un peu mieux. Non, mais je crois que c'est l'idée en fait. C'est l'idée, c'est le concept, mais ça écrase les visages, c'est pas forcément agréable à voir, c'est ça que je dis en fait finalement. Et donc, lui a été posé beaucoup de questions, et notamment est venue sur la table la question
la déclaration de François Ruffin à l'Assemblée nationale, qui à propos du RIC citait nombreuses personnes qui pouvaient en être les instigateurs. En tout cas, les instigateurs à l'origine ou ceux qui y travaillaient depuis fort longtemps dessus. Et dans cette liste, il a cité donc un certain Étienne Chouard. À ceci, dès que ça s'est produit, il y a eu des gens au sein de la France insoumise qui se sont élevés contre ce choix, en tout cas qui ont accepté que François Ruffin puisse lui-même justifier le choix de mettre en avant les travaux de cet homme. Je reviendrai là-dessus. Et d'autres qui ont estimé que c'était pas très bien, que c'était pas forcément une bonne idée, jusqu'à Clémentine Autain, donc c'est son avis, elle a tout à fait le droit, à expliquer que tout ceci était un peu rouge-brun, donc ce que je peux comprendre, elle peut tout à fait dire ça, Clémentine. Ce qui est juste emmerdant, si je peux me permettre ce petit mot, c'est que c'est reprendre des arguments de nos adversaires quand on parle comme ça. Donc ça, c'est un tout petit peu embêtant, mais ce n'est pas grave. Et puis donc, Jean-Luc Mélenchon, interrogé hier soir sur ce sujet, a tenu cette position qui dit effectivement les insoumis sont tous insoumis, donc ils sont assez difficiles à tenir, et chacun, les uns et les autres, on va dans la même direction, mais il y a des personnalités fortes, on n'est pas tous obligés, et c'est vrai, en cela tout le monde le rejoint, il a raison, la disputation ça existe en politique, donc c'est-à-dire on peut vouloir aller vers la même chose, et puis après tout, pourquoi pas même s'engueuler. On a le droit de se disputer, on a le droit de ne pas, et surtout c'est même recommandé de ne pas être des moutons. Donc il a tout à fait expliqué ça, en prenant un peu le parti, en disant que lui-même ne trouvait pas que M. Chouard était peut-être... Bon, enfin que lui n'aurait pas pris ce genre de référence. Bien, voilà. Moi, sur ceci, je n'ai strictement rien à dire. Mais donc, du coup, ça faisait quelques jours que, à la suite j'avais commencé à regarder qui était ce M. Chouard, que je connaissais peu, pour te dire pas, et dont beaucoup d'insoumis ou d'autres amis même, qui sont tout simplement des gens de gauche, et qui me disaient, en gros, Chouard égale Soral, et Front National, etc. Donc, pas complotisme aussi. Complotiste, etc. Donc, on ne peut même pas en parler. Bon. Moi, je vais toujours voir plus loin que le bout de mon nez. C'est une mauvaise habitude, mais en même temps, c'est une bonne manie. Donc, et je suis allé voir beaucoup de choses sur M. Chouard, et notamment, je suis tombé sur un entretien qu'il a eu dans une émission qui s'appelle Interdit d'interdire, qui est qui est tenue et organisée par Tadei, que chacun connaît, qui est un type assez bien, qui prend pas parti, ou en tout cas on ne le voit pas, et qui sait suffisamment faire parler les gens sans leur couper la parole. Et Étienne Chouard était donc opposé dans cette disputation, cette discussion à un certain... On peut donner la chaîne peut-être... Alors la chaîne c'est RT, Russia Today. Ouais. C'est Russia Today, voilà. Ouais. Et donc il était opposé en cela à quelqu'un qui s'appelle Bertrand Mathieu, qui est professeur agrégé de droit, et constitutionnel, oui, puisque d'ailleurs il avait participé avec Balladur, la commission Balladur, à une transformation de la constitution de la Ve République à cette époque-là. Il avait fait partie, 10 ans lui-même, comme technicien, puisque c'est un technicien. Là, on pourra rejoindre différentes choses dans ce qu'est cette démocratie directe et participative, c'est-à-dire un technicien qui était là pour mettre en forme des désirs qui pouvaient être des désirs de politique. Bien. Eh bien, je dois dire qu'à propos de ces discussions, ils sont restés chacun un peu sur leur position, c'est-à-dire Chouard, lui, il a son grand truc, Chouard soutient que ce sont les représentés qui doivent donner leurs désirs, donc qui doivent rédiger la Constitution. Et que les représentants, ceux qu'ils délèguent comme représentants, doivent, étant des gens qui sont des sachants, qui peuvent écrire les désirs et les souhaits, à partir du moment où les représentés ont fait part de leurs désirs, dans des doléances, dans des ateliers, M. Chouard, dit-il, fait des ateliers depuis de nombreuses années sur ce sujet. Donc je trouve qu'il serait intéressant peut-être de l'écouter, en tout cas pour ce sujet-là. Et donc il soutient que ça se passe comme ça, ce sont les représentés, c'est-à-dire c'est le peuple
C'est le peuple qui propose des lois. C'est le peuple qui les soumet, enfin qui ne les soumet pas, qui demande à ses représentants, donc il délègue des représentants. Donc c'est une constitution mixte, mais qui part des représentés. C'est eux qui font les textes, c'est eux qui donnent leurs désirs. Ensuite, ils sont représentés, donc comme dans une démocratie représentative. Et les représentés doivent mettre en forme. Puis à nouveau, ça revient, c'est resoumis au peuple. Ils sont d'accord avec ce qui en a été tiré de leurs idées, et à ce moment-là, les votes et les représentés donc, peuvent les défendre au niveau d'institutions. Donc, ils défendent ce que le peuple a décidé. Alors, c'est extrêmement ambitieux. C'est ce qui a quand même existé à Athènes pendant 3 siècles et demi, je crois. Ou 4 même, peut-être, je ne sais plus bien, il faudrait vérifier les dates exactes, sous la belle République d'Athènes. Hein. Et d'ailleurs, on aura un petit mot là-dessus, si quelqu'un comme Cornelius Castoriadis, que vous ne connaissez peut-être pas, pour certains, mais qui a été un très très grand démocrate, qui est mort en 97, qui était français et grec, et qui a écrit de nombreuses choses sur ce sujet, l'explique très bien. Dit la même chose que M. Chouard, donc si on ne veut pas s'arrêter à ce que dit M. Chouard, Cornelius Castoriadis, en 96, 15, je ne sais plus, faisait déjà un exposé de ce sujet. Démocratie, démos, kratos. Kratos, ça veut dire le pouvoir. Démos, c'est le peuple. Donc la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ça veut dire déjà, dans la conception grecque, que c'est bien entendu pas le pouvoir d'une oligarchie. Ça veut dire aussi que le peuple exerce lui-même le pouvoir. C'est-à-dire c'est une démocratie directe. Comment il l'exerce à Athènes, par exemple? Il exerce parce qu'il pose lui-même les lois. Toute loi est votée par l'Assemblée, l'Ecclésia, l'Église, l'Assemblée, chez les chrétiens des fidèles, là, l'Assemblée du peuple. Et ces lois sont votées avec la clause fantastique. Il a semblé bon au démos et à la boulée, c'est-à-dire au peuple et au conseil. On ne dit pas que c'est la vérité absolue. On ne dit pas que c'est Dieu qui a donné les tables de la loi. On dit, en ce moment-ci, les Athéniens ont cru bon de voter cette loi, ce qui veut dire que 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, on peut les changer. Sa proposition est tout à fait révolutionnaire, mais elle s'appuie sur ce qui a existé à Athènes, et elle s'appuie avec beaucoup de contreforts, c'est-à-dire que ce n'est pas une aventure totale. L'idée n'est pas de partir dans un espèce de chambardement ingérable. En plus, le peuple serait là peut-être avec des fourches, et puis sur les fourches, il y aurait des têtes, enfin, etc. Cette espèce de peur, tout ce qu'on est en train de nous mettre, pas du tout. Il y a des gens très sérieux qui en ont parlé. Et donc voilà, moi je voulais parler de ça parce que je trouvais que je ne prends pas parti entre soit la position de François Ruffin ou de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres. Je ne connais pas la position de tous les... Et même les vôtres, d'ailleurs. Et les miennes, je ne donnerai pas ma position. Mais je pense que chacun a le droit et le devoir d'aller regarder et de se faire sa propre opinion, quitte à en changer plus tard s'il a d'autres informations qui y viennent. Mais il faut qu'on soit vivant. Je veux dire, on est tout seul des moutons. Voilà, on n'est pas à En Marche, donc on n'est pas du tout dans ce truc-là. On réfléchit, on va voir, on pense, on parle, on s'engueule un peu si on veut, mais on sait de quoi on parle. On est politique. Voilà. Alors à ce propos, pour finir sur ce sujet, Alexis, qui a eu un beau cadeau de Noël, nous l'a apporté tout à l'heure, et je le recommande fortement. Donc je vais vous montrer la couverture après. Donc Cornelius Castoriadis, La cité et ses lois, ce qui fait la Grèce. Ça c'est le volume 2. Et en fait c'est ce qu'on appelait, dans les années, là ça date de 83-84, des séminaires, comme le faisaient des gens comme Lacan, etc. Des séminaires, pour ceux qui ont fait des études universitaires, ils savent ce que c'est. Pour les autres, ce sont des colloques, tout simplement, où il explique tout ceci. Et donc ce volume-là, par exemple, ainsi que le volume 1, je crois qu'il y a 4 volumes de mémoire, est tout à fait intéressant, si vous voulez vous le procurer. C'est extrêmement facile à lire.
Non pas que je doute de vos capacités. Non, mais c'est facile à lire, donc on peut assez vite parcourir la pensée et l'idée de Castoriadis, qui était un très très grand, non pas vulgarisateur, je déteste un peu le mot, mais pédagogue, un très bon pédagogue dans le sens grec du terme, et non pas comme le disait M. Sarkozy. Voilà, je crois que j'ai fini pour cette sorte un peu de revue de presse. Et on a oublié un dernier point, oui, sur le décret qui a été publié le 30 janvier 2018. Voilà, alors oui, c'est pour ça que je parlais de revue de presse, parce que ça c'est un truc que j'ai titré ça « Ignominie ou comment créer de la misère ». Alors ça, personne ne s'étonnera. Peut-être en avez-vous entendu parler, mais pendant que nous étions, pour ceux qui en avaient la chance, peut-être entre amis ou en famille, aux alentours du 30 décembre, qui pouvaient prendre quelques jours de repos, le gouvernement a fait passer, par décret, au journal officiel, le 30 décembre 2018, a fait passer une ordonnance, donc, et donc il a renforcé le pouvoir de contrôle et de sanction, des services de l'institution Pôle emploi à compter du 1er janvier 2019. Je rappelle qu'il y a 31 jours dans l'année. Donc le décret passe le 30. Le 31, c'est le temps que le Pôle emploi puisse l'imprimer pour savoir ce qu'il doit faire. Et le 1er janvier, c'est en application. Ça veut dire que même les avocats, bon, ils étaient au courant. Ce texte a été prévu pendant plusieurs mois. Les syndicats n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec le politique. Comme à son habitude, ce gouvernement a dit qu'il allait trancher, il a tranché, il a fait un décret, comme il avait fait, je rappelle, avec les lois travail, comme il s'apprête à le faire cette année avec la retraite, et comme il s'apprête à faire avec les lois santé, etc. etc. C'est-à-dire qu'ils l'ont dit, ça c'est vrai, ils nous avaient prévenu, qu'un régime fasciste arrivé au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ne vont gouverner que par décret. On est très 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 loin de quelconque idée démocratique d'un peuple qui pourrait envisager, créer et écrire, penser ses propres lois, et il donnerait acceptation aux autres. Voilà. Alors, une chose importante sur ce décret, je vais vous dire ce que ce décret supprime. Vous allez entendre, c'est pas rien. Je le lis parce que c'est 4-5 lignes. Alors, le décret supprime l'obligation de recueillir l'avis d'une commission, c'est-à-dire que ça existait jusqu'à présent. Cette commission était composée d'un représentant de l'État, d'un représentant employeur, d'un représentant de salariés, désigné par une organisation syndicale, ainsi que d'un représentant de Pôle emploi. Bon, si je compte bien, s'ils ne se sont pas trompés, ça fait 4 représentants, ce qui n'est quand même pas idéal pour trouver une majorité. On sait qu'en principe, les commissions, c'est un nombre impair. C'est ça, depuis les Grecs, encore une fois, décidément, on se tourne beaucoup vers la Grèce, le savait déjà, il l'avait mis au point. Voilà, alors donc, cette commission, on pouvait recueillir l'avis de cette commission préalablement à la suppression d'un revenu de remplacement ou l'application d'une pénalité administrative, et tout ceci laisse maintenant, c'est donc 2 dispositions, au directeur la seule responsabilité, on entend bien hein, avec les millions de personnes qui sont inscrites au chômage, au directeur régional. Ça enjoint les directeurs régionaux de Pôle emploi, qui seront seuls et uniques décisionnaires des mesures à prendre pour sanctionner le non-respect de leurs obligations par les demandeurs d'emploi. Je rappelle que, si je comprends bien, si je lis bien cette phrase, si c'est le directeur régional de Pôle emploi, il y a 18 régions. Donc il y a 18 bonshommes dans un bureau, même s'ils sont aidés par une tripotée de gens autour d'eux, qui vont statuer sur des cas. Je rappelle qu'il y a plus de 3 500 000 chômeurs. Et je voudrais vous citer aussi autre chose à propos de ce décret. Un tout petit tableau, très simple, très très simple. Avant le 1er janvier 2019, pour les salaires, l'inscription depuis 3 mois permettait d'avoir 95% de son salaire entièrement perçu pour les allocations chômage. Inscription depuis 6 mois, on était à 85% du salaire antérieurement perçu, toujours pareil. Inscription depuis 1 an, à hauteur du revenu de remplacement. Donc là, qui était un barème, mais qui était un revenu de remplacement, qui était toujours calculé sur le salaire antérieur.
il existait aussi pour discuter d'une proposition par Pôle emploi, qui pouvait se discuter à partir du moment où il y avait une durée de trajet maximale qui excédait 1 heure pour y aller, donc 2 heures dans la journée. Bien. Et puis une distance maximale aussi de 30 km. Alors, au 1er janvier 2019, voilà, suppression des indicateurs, donc suppression de la référence au salaire entièrement perçu, ça n'existe plus. Donc je ne sais pas comment ils vont calculer, il faudra regarder ça de près, on pourra y revenir. Et la deuxième chose, c'est suppression de la référence aux indicateurs de temps et de distance de trajet. Donc, dans tout ce qu'ils nous disent, les gens qui... Ah oui, les gens qui peuvent se faire radier, je cherchais la troisième raison, c'est aussi les gens qui refusent des propositions qui leur sont faites par Pôle emploi pour différentes raisons, soit l'éloignement, soit la cherté des transports, soit des choses qui ne sont pas dans leurs compétences, ou soit un sous-déclassement tellement infernal que c'est pas possible. Donc tout ceci, ben, ça a été supprimé par ce petit tableau. Alors comme ça, c'est tranquille, on va pouvoir tailler. Ça ne va plus être déjà ce qui était quand même une grosse machinerie. Ça ne va même plus pouvoir faire semblant d'être humain. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui soient reçus, qui soient avec des conseils, qui soient aidés, etc. Ça va trancher dans l'art comme les bouchers dans les abattoirs avec ces gros hachoirs. Ça va être... Non, mais c'est épouvantable. Voilà ce qu'ils nous ont fait, épouvantable. Voilà, je termine avec cette affaire-là. Bon, et bien avec ces bonnes nouvelles, je ne sais pas si on l'a fait, mais on peut souhaiter une bonne année à nos internautes. Ah oui, très bonne année avec tout ce qui nous attend. Non, mais bon, ça nous attend, mais on sait qu'on est en train de lutter contre. Oui, donc on va essayer de faire le maximum. Hein. On va soutenir Frédéric. Espérons qu'il sera élu, parce que s'il est élu, ça veut dire, comme il est en 18e place de la liste, ça veut dire que nous aurions au minimum 18 députés de la France insoumise sur les 79 que la France peut présenter au Parlement européen. Pour te dire, ça serait merveilleux. Il faut se battre. En tout cas, on se bat. Parce que tout ce temps qu'on va faire à travailler, c'est un peu ce qu'on avait fait pour les législatives. C'est-à-dire qu'on aura mis au point, on aura parlé avec les gens de ce qu'il est possible ou pas, très honnêtement, actuellement, de faire à l'Europe et de ce que des députés insoumis pourraient faire, être des lanceurs d'alerte. Ce n'est pas simplement qu'une expression à la mode, ils pourraient tout à fait le faire. Et aussi revenir vers nous pour mieux nous informer, nous qui ne sommes pas l'Europe, de ce qui s'y passe et être donc des empêcheurs de tourner en rond, même s'ils ne peuvent pas empêcher les décisions, mais au moins les mettre en avant. Ce qui se passe avec les 17 députés actuels de la France insoumise de l'Assemblée nationale. Donc on peut se souhaiter la même chose. Puis on va continuer. Puis surtout, en plus, on aura des relais dans l'hypothèse où en 2022 on arrive au pouvoir, on aura des relais au sein de l'Union européenne, donc ce qui peut être bien. À toute façon, oui, et d'autant plus que ce que l'on veut mettre au point, c'est en l'occurrence, si nous arrivions à prendre, si les insoumis prenaient le pouvoir, la question n'est pas de savoir qui serait celui qui serait tête de liste pour l'instant, c'est prématuré, mais en tout cas, pour mettre notre politique, la faire à plat temps et pas à demi-temps, si j'ose m'exprimer ainsi, on sait qu'il faudrait transformer toute une série de choses, et notamment les fameux traités. D'ailleurs, les traités, Frédéric en parle beaucoup dans son sujet sur l'OMC. Et donc, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit à des postes, même s'ils ne sont pas majoritaires, qui sont en tout cas stratégiques, et qui surtout, moi, parce que je crois beaucoup à ça, permettent de nous informer, qu'on sache, que les uns et les autres, on sache. C'est-à-dire, on lit des livres, on s'informe, si on ne sait pas, on demande aux copains, machin, etc. Et on devient de plus en plus éduqués, et puis si on devient de plus en plus éduqués, ils arrêteront un peu de nous emmerder, parce qu'on fera quand même ce qu'on veut faire. Voilà. Quand même ça l'histoire. Messieurs, dames, à bientôt. Merci Patrick, à la semaine prochaine. Je t'en prie, salut.